Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Anne-Marie Maïla Affeich, ancienne directrice du Musée national et ancienne directrice générale du Conseil général des musées. Anne-Marie, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Après la prestigieuse École du Louvre, vous détenez notamment de très nombreux diplômes, de très nombreux certificats. Vous êtes nommé conservateur du Musée national. On va discuter un peu de ce Musée national. Vous étiez là au lendemain de la guerre civile. Vous avez accompagné notre Musée national pendant de très longues années. Commençons par le commencement. Au lendemain de la guerre civile, avec plaisir, d'accord. Je vais vous raconter donc l'histoire de ce musée que j'ai eu le privilège en fait d'accompagner, et ce à partir des années 1993, donc exactement, donc il y a pratiquement 30 ans, un petit peu plus même que 30 ans. Et ce musée, comme vous le savez, était endommagé après des années de guerre, notamment le fait qu'il ait été à cette lisière entre des régions de Beyrouth, et donc il avait subi beaucoup de dégâts. J'ai eu la chance et le privilège de faire partie d'une petite équipe à l'époque, à partir des années 1990, et d'accompagner donc toutes les opérations de sauvegarde, de réhabilitation, de reconstruction. Je peux vous dire que c'était un travail titanesque. L'équipe était toute petite. On était sous la direction de Suzy Hakimian à l'époque, et donc ça a été un travail immense que de remettre sur pied ce musée. Ça a été aussi beaucoup de fierté, et évidemment, ça s'est passé avec différentes étapes le long de toutes ces années. Alors, la réhabilitation du Musée national s'est faite en plusieurs étapes. Au lendemain de la guerre en 1993, dans quel état était ce Musée national ? Écoutez, en 1993, c'était un champ de bataille encore. Le musée était très endommagé dans son bâtiment, et les collections étaient incertaines. Nous ne savions pas exactement dans quel état nous allions trouver les collections, puisqu'elles avaient été protégées par Maurice Chehab et Olga dans des chape de béton d'une part, pour tout ce qui était au rez-de-chaussée, et dans les sous-sols qui étaient encore scellés. Donc ça a été une opération qui a duré jusqu'à environ 97-98, que d'essayer de dégager au fur et à mesure, et ceci s'est fait grâce aux nombreuses aides, évidemment, par le ministère de la Culture, mais certainement aussi par des fondations, des associations comme la Fondation nationale du patrimoine et comme la Lebanese British Friends of the National Museum, qui avait aménagé un laboratoire. Et donc, à partir de ce moment, en 1999, nous avons pu réétablir et réouvrir devant le public 2 étages, le rez-de-chaussée et le premier étage. Malgré ceci, il y a eu d'autres étapes, comme par exemple en 2010, la réouverture de la tombe de Tyr. Je vous rappelle qu'il y a une tombe peinte des fresques du IIe siècle qui se trouve au sous-sol. Et puis, en 2013, la réouverture de la salle Maurice Chehab, qui comprend essentiellement des mosaïques au rez-de-chaussée du musée. Et finalement, à partir de 2014 jusqu'à 2016, la réhabilitation du sous-sol, qui a été un grand projet et qui nous a été rendu possible par l'aide du gouvernement italien. Donc, toutes ces aides qui se sont faites au fil des années, plus la volonté, la fierté de retrouver un musée national, de retrouver les collections qui sont absolument exceptionnelles. Et donc tout ça a fait que, effectivement, ça a été des étapes un petit peu longues peut-être, mais nécessaires à la réhabilitation de notre patrimoine archéologique et culturel. Et donc, pour revenir un peu sur ce qu'on trouve au Musée national, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se posent la question. On sait que le musée est très beau, qu'il y a de très beaux objets archéologiques, qu'il y a des tombes, qu'il y a... Mais
pour en savoir un peu plus pour les personnes qui nous regardent et pour leur donner envie de visiter ou revisiter ce musée national, quels sont les objets les plus importants qu'on peut trouver? Écoutez, pour nous, archéologues, tous les objets sont importants. C'est une question très difficile que vous me posez, Lynn, parce que pour nous, tous les objets sont importants, le plus petit, le plus grand. Par contre, bon, évidemment, nous avons des chefs-d'œuvre qui sont exposés sur 3 étages. Le rez-de-chaussée comprend la collection lapidaire, donc la collection des objets en pierre de grande dimension. Le premier étage comprend 70 vitrines avec les objets plus légers, plus petits, les bijoux, bien sûr, les objets en verre, en terre cuite. Et puis le sous-sol qui est dédié à l'art funéraire, qui a été ouvert donc en 2016, réouvert, je dois dire. Donc cette collection, sa particularité aussi, c'est qu'elle est exclusivement découverte au Liban. Nous n'avons pas d'objets achetés, empruntés. Tout ce que vous voyez au Musée national appartient au patrimoine archéologique national. Et nous savons qu'il y a bien d'autres objets qui se trouvent ailleurs dans des dépôts parce que le musée ne peut pas contenir tellement d'objets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours un choix à faire, malheureusement. Et c'est là toute l'importance des expositions qui permettent comme ça de ressortir des objets que les gens connaissent moins ou de faire découvrir de nouveaux objets au public. Et Anne-Marie, pour revenir un peu on va beaucoup parler du musée national parce que vous êtes restée tellement longtemps à la tête de ce musée. Vous avez vu des chefs d'État, des ministres du monde entier visiter le musée national. Quelle était leur réaction lorsqu'ils visitaient? Écoutez, je dois dire que les réactions du public sont toujours très positives. D'abord parce que notre musée est très beau, du point de vue même du bâtiment, de l'architecture. Je dois dire aussi de la quiétude, du bien-être qu'il y a dans ce musée avec cette couleur un petit peu jaunâtre de la pierre. Et puis la scénographie, le réaménagement qui a été fait en 1999, par exemple par l'architecte Jean-Michel Villemotte à l'époque, ou bien en 2016 le sous-sol par l'architecte Antonio Giammarusti, a donné un plus, je dois dire, du point de vue scénographie et présentation. Et puis la collection est absolument exceptionnelle parce qu'elle raconte l'histoire du Liban finalement, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque ottomane. De plus, il y a toujours une histoire parallèle qui est l'histoire de ce musée durant la guerre civile, en montrant encore les stigmates et en montrant encore les dégâts dont on a conservé quelques témoins, pour ne pas oublier que ce musée quand même était sur la ligne de démarcation et qu'il a été constamment habité par des milices, par des armées, non pas avec cette volonté de détruire, mais avec cette possibilité d'avoir un lieu très sûr dans une localisation stratégique. Qui était donc le rôle symbolique, occuper le musée national. Oui, je ne sais pas si c'était vraiment dans leur intention durant cette période, mais de toute façon, nous avons retrouvé la fierté de le réhabiliter et de le remettre en état parce que c'est un musée qui représente vraiment le Liban, son histoire, sa population dans son ensemble et dans son passé. Donc c'est une histoire si vous voulez, c'est une histoire à raconter qu'on ne peut pas oublier et qui rend très fiers, je dois dire, et les Libanais qui viennent régulièrement et la diaspora qui vient encore plus souvent et bien sûr tous les étrangers que nous recevons qui sont épatés par la beauté des pièces et par l'histoire qu'elles racontent. Pour revenir un peu à 2016, parlons un peu de ce sous-sol du Musée national, puisqu'il a été inauguré dans un passé plutôt proche, on va dire ça comme ça. Parlons un peu des Italiens, de l'implication du gouvernement italien, de l'équipe ici et de ce que contient ce sous-sol. Écoutez, le sous-sol a été pendant des années non pas délaissé. On continue à travailler dans ce sous-sol qui avait beaucoup souffert à cause des conditions climatiques, environnementales, des remontées d'eau. Donc il y avait d'autres problèmes à gérer et voilà pourquoi ils n'ont
le sous-sol n'a pas fait partie du programme de réhabilitation en 1999 lorsque la Fondation nationale du patrimoine avait tellement aidé. Mais donc c'est une étape ultérieure qui est venue lorsque la tombe de tir qui a été rénovée par une équipe de restaurateurs italiens en collaboration avec nos restaurateurs dont Isabelle Dumetskaf. Et donc c'est à partir de ce moment et de cette expérience très réussie qui avait été cette collaboration au niveau de la restauration de fresques que les Italiens ont décidé de continuer leur aide en prolongeant donc une donation. Rappelez-nous combien, une donation? 1,20 million €. Oui, ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu, mais la Fondation nationale du patrimoine en avait mis beaucoup plus à l'époque. Pour saluer Madame Hraoui, bien sûr, qui a toujours été très proche et qui reste aujourd'hui même très près du musée dans ses aides et dans son soutien. Donc voilà, le sous-sol, l'aventure du sous-sol a été une très belle aventure. À un moment, très rapidement, je dois dire, une équipe de 6 personnes en 2 ans sur 700 mètres carrés donc, qui ont été réaménagés avec ce thème de l'art funéraire au Liban au fil des siècles. Donc à partir de la préhistoire et jusqu'à la période ottomane. On verra là les images défilées de ce sous-sol du Musée national dont nous sommes très fiers. C'est vrai. C'est vrai, nous sommes tous très fiers et puis très fiers du résultat également. Donc, pour revenir, je vous ai interrompu juste pour montrer les images qui défilent à l'écran. Pour revenir un peu à la suite des événements, donc il y avait une équipe locale et une équipe italienne aussi dans le suivi. En fait, c'était une toute petite équipe de 6 personnes, essentiellement bien sûr libanaises, mais avec l'architecte qui était italien et la coordinatrice qui s'est occupée donc de gérer tous les aspects administratifs et autres. Donc, c'était une très belle collaboration, effectivement. Et puis, cette inauguration, et aussi, c'était un très bel événement. Ça a mis un peu de baume au cœur à toutes les personnes qui aiment ce musée et qui se sont dit, enfin, il est de retour à 100%. Vous savez, il y a une fierté, comme je vous disais, à travailler dans ce musée. Et je sens que j'ai été très privilégiée, en fait, d'avoir pu contribuer un petit peu quand même à la réhabilitation et à mettre en valeur notre patrimoine et de ce musée. Et il y a une fierté parce que le musée, finalement, a un rôle à jouer au sein de la société. Et si quelquefois il est mal connu par les Libanais ou des gens qui n'ont pas eu l'occasion, c'est à ce moment que nous avions organisé, si vous vous souvenez, ces nuits des musées. Et donc 6 ou 7 éditions à partir de 2016 ont vu le jour et donc ont permis à un grand nombre de Libanais de venir de toutes les régions du Liban découvrir leur patrimoine. Et à la porte, nous étions là à leur dire « vous êtes les bienvenus dans votre musée ». Et ils disaient « mais ça c'est à nous, on n'est jamais rentré dans quelque chose d'aussi beau, on ne connaît pas bien notre histoire, on ne connaît pas bien notre identité finalement, et on ne connaît pas bien notre passé ». Et donc là, il y a un travail, un véritable travail à faire. Ce musée a un rôle du point de vue bien sûr social, du point de vue préservation aussi de ce patrimoine archéologique qu'il faut absolument continuer à préserver envers et contre tout et malgré toutes les difficultés que nous connaissons. Bien sûr, oui, nous nous souvenons de la nuit des musées et du nombre de personnes qui ont visité les musées. C'était pour la dernière année à peu près 35 000 personnes dans les musées qui avaient leurs portes ouvertes. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y a cet intérêt, que le Libanais est fier et qu'il a envie, qu'il a une soif de culture. Et on espère que la situation nous permettra de revivre ces moments-là. Anne-Marie, vous avez également écrit un manuel. Le guide du musée avait été fait par Maurice Chehab, donc en 1975, imaginez. Et puis Suzy Hakimian avait fait un guide dans les années 90. Mais là, il manquait vraiment quelque chose qui soit plus complet et surtout qui intègre les 3 étages du musée.
avec son sous-sol. Et voilà pourquoi, en fait, ça a été durant la période de Covid, durant environ 2 ans, que je me suis attelée à ce travail qui est nécessaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus en ligne et que les collections sont diffusées autrement. Mais il était nécessaire d'avoir un guide qui soit en plus en plusieurs langues. Donc, il a été fait bien sûr en arabe, en français, en anglais et traduit en italien. Et donc, aujourd'hui, c'est un must pour une meilleure connaissance du Musée national. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées par le guide, elles peuvent le trouver à la boutique du Musée national. C'est exact. Donc, à la boutique du Musée national, c'est un guide qui explique, qui raconte un peu l'histoire des objets voilà. que les visiteurs vont découvrir à l'intérieur. Absolument. Ça ne peut jamais être un guide complet avec la collection Bien complète sûr. du musée, mais ce sont les objets les plus importants, peut-être les plus spectaculaires, ceux qui sont des témoins en fait de notre histoire sur différentes périodes. Et donc c'est toujours un choix qui est fait pour mettre en valeur une partie de la collection. Donc pour les personnes qui nous regardent, même si vous connaissez le Musée national, le guide du musée vous expliquera en détail l'histoire de ces objets et il est illustré, il est très intéressant et nous vous encourageons à l'acheter. Anne-Marie, pour revenir encore, nous sommes encore en train de discuter d'objets archéologiques, vous aviez aussi un projet pour les personnes qui voyagent, parce que vous savez, il y a de nombreuses personnes qui regardent et qui ne vivent pas au Liban. Vous avez exposé, on a fait comme un petit, on a vu comme un petit musée à l'aéroport international de Beyrouth. Vous pouvez nous en parler? C'est vrai, c'était une très belle idée qui a été réalisée et qui plaît, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a différents objets qui ont été placés, d'une part dans le salon, si vous voulez, du premier étage de l'aéroport de Beyrouth, mais également dans les salles de la réception. Et donc, ces vitrines raconte l'histoire du Liban. On a essayé de respecter la géographie et l'histoire et donc de parler de différentes régions du Liban avec donc une évolution chronologique. Et dans cette mesure, donc, on parle de notre passé par le biais des témoins qui sont les objets archéologiques que nous exposons. C'était une très belle idée et bon, je pense que les objets sont toujours à l'aéroport, donc pour les visiteurs, les voyageurs, on peut jeter un coup d'œil à l'arrivée et au départ. Bien sûr, et je rappelle que cette idée a été exécutée à l'époque, exécutée à l'époque du ministre Roni Areji, qui tenait particulièrement à ce qu'on profite des objets archéologiques que nous avons et c'est aussi une très belle vitrine pour le Liban. C'est exact. Pour revenir un peu au poste que vous occupez, à part directrice du Musée national et directrice générale du Conseil général des musées, vous êtes également vice-présidente du comité exécutif de l'ICOM Liban. C'est vrai. Donc l'ICOM, c'est le International Council of Museums. C'est une association, une ONG en fait internationale qui relève de l'UNESCO et qui rassemble donc tous les professionnels de musées. Et nous avons eu la chance d'avoir ICOM Liban depuis de nombreuses années d'ailleurs, ICOM Liban a été fondé par Leïla Badr, qui a été la première présidente, et puis régulièrement par la suite d'autres personnes ont pris la relève. Et c'est une association qui s'occupe donc de promouvoir le rôle des musées et de promouvoir les musées. Donc, ICOM Liban s'occupe bien sûr plus précisément des musées libanais et essaye de contribuer de cette façon à diffuser l'importance que sont nos musées par une participation à différentes activités avec tous les comités nationaux à l'international. Donc c'est très important aussi de se positionner par rapport aux musées de l'étranger. Et bon, nos musées sont à la hauteur et nous avons de très beaux musées qui sont essentiellement des musées privés, alors que le Musée national, bien sûr, est un musée public.
mais nos musées privés sont extrêmement réussis. Et donc, c'est de la promotion aussi de notre patrimoine, de notre savoir-faire, de notre professionnalisme comme muséologue et comme archéologue et comme professionnel de musée. De par votre longue expérience dans ce domaine, nous voyons que ces musées brillent grâce à des initiatives personnelles, que ce soit le musée national, puisqu'il a reçu pas mal de soutien, ou bien ces musées privés. Comment faire avancer encore plus les choses? Comment soutenir ces musées? Parce que aussi c'est difficile pour les personnes qui travaillent et qui luttent au quotidien pour en faire de beaux musées et pour aussi se faire remarquer à l'international et montrer toute la richesse du patrimoine libanais. Vous savez, c'est difficile aujourd'hui et nous le ressentons dans le nombre de visiteurs, que ce soit au Musée national ou dans tous les autres musées. Nos visiteurs et nos rentrées sont liées vraiment à la situation que nous vivons. Donc, lorsque tout va bien, comme durant l'été 2023, nous avons eu entre 200 et 300 personnes au quotidien dans nos musées. Alors qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas du tout ces chiffres-là. Donc, moi, à mon avis, à mon sens, il est important de sauvegarder ce que nous avons et de faire en sorte de continuer pour aller dans la durabilité de nos musées. Vous savez, c'est très difficile, c'est toujours bien d'avoir de nouveaux projets et d'avancer, mais déjà de protéger ce que nous avons est immense aujourd'hui. C'est un défi au quotidien. Je ne parle pas du musée national uniquement, mais pour tous les musées, il est très difficile de continuer à gérer un musée dans des conditions où les situations ne sont pas toujours très claires et où le tourisme peut du jour au lendemain changer. Et donc, pour moi, vraiment, l'importance aujourd'hui est de sauvegarder ce que nous avons et d'essayer de perdurer coûte que coûte. Donc il faut absolument visiter ces musées. C'est en les visitant qu'on contribue à notre façon à les soutenir et aussi à soutenir la mission des personnes qui se battent pour ces musées. Oui, effectivement, que ce soit à l'intérieur ou la promotion à l'étranger, il est très important donc de valoriser le rôle du musée dans notre société. Et nous avons travaillé toutes ces années aussi pour que ce musée soit inclusif et reçoive absolument tout public, comme un programme qui a été initié en 2016 et qui s'appelait Doors Please Touch, qui a invité tous les malvoyants et les non-voyants à venir redécouvrir ou découvrir leur musée avec la possibilité de toucher avec leurs mains donc les œuvres. Et donc il y a un réel travail social à faire pour inviter les Libanais à venir redécouvrir et leur patrimoine et de tout public, je dois dire, et de toutes les régions du Liban certainement. Bien sûr, c'est un appel que nous lançons aujourd'hui sur le plateau depuis le plateau d'ici Beyrouth. Je veux revenir un peu à vous et à votre carrière. En 2013, vous êtes décoré du grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, décerné par le ministère de la Culture et de la Communication de la République française. Et puis en 2017, aussi, une autre décoration tout aussi prestigieuse, grade d'officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie, décerné par la République d'Italie. Je ne vais pas lire la phrase en italien ou le vrai titre de la décoration, c'est un peu compliqué pour moi, mais nous savons que c'est une décoration très importante. Être décoré par ces deux pays qui sont aussi des pays qui soutiennent énormément la culture, c'est une forme de reconnaissance qui est très importante. Vous sentez que cela contribue aussi, cela vous encourage, on va dire, à continuer dans ce travail? Écoutez, oui, j'ai
j'ai été très privilégiée et très honorée de recevoir ces décorations. Je pense que ces décorations devaient être données à toute une équipe parce qu'on n'est jamais seul dans un musée, c'est jamais l'action d'une personne. Ce sont des projets qui sont menés par des équipes qui restent quelquefois et souvent dans l'ombre. Donc ces décorations, moi je les ai partagées avec toutes les équipes avec qui j'ai travaillé. Mais de toute façon, effectivement, c'est une valorisation de ce travail je reviens toujours sur la préservation et la sauvegarde de notre patrimoine. Parce que c'est là une richesse, quelquefois on ne se rend pas compte de ce que c'est et que bon, il faut faire absolument tout pour arriver à préserver notre richesse nationale. Ça, c'est un très beau message de fin. Il faut absolument tout faire pour préserver notre patrimoine national. Merci d'avoir été avec nous, Anne-Marie Afesh. Merci à vous, Lynn. Anne-Marie Maïla Afesh, je dois dire. Alors, ça a été un plaisir. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous de très nombreuses années et ça a été vraiment un plaisir. J'ai beaucoup appris et je crois que toutes les équipes qui étaient avec nous au ministère de la Culture ont beaucoup appris avec vous. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous savons que vous avez de très nombreux projets d'ailleurs maintenant à titre d'expert un peu partout dans le monde. Oui, puisque je suis à la retraite et bon, donc ma mission continue au Liban. Bien sûr, je suis toujours là, mais voilà, je vais essayer de mettre toute cette expérience aussi à disposition. Elle sera également, j'espère, mise à disposition pour la nouvelle extension du Musée national qui, j'espère, sera, on le dit, en fin d'émission comme ça. C'est une petite surprise pour les personnes qui ne le savent pas encore, qu'il y aura probablement, on ne sait pas, je n'ai pas de date encore, une extension, l'inauguration de l'extension du Musée national qui sera une salle d'exposition. C'est ça, c'est la Fondation nationale du patrimoine qui est en charge et qui a construit en fait ce bâtiment qui est absolument magnifique, qui est adjacent au Musée national. Et donc, cette salle va être mise à disposition pour des expositions, des activités, des événements, donc des activités d'éducation. Et voilà, donc nous attendons tous cette ouverture de la Fondation nationale du patrimoine en collaboration avec le ministère de la Culture. Là aussi, c'était des démarches de la Fondation et aussi de mécènes privés qui ont contribué à financer cette extension. C'est toujours grâce à la Fondation et à des mécènes que notre musée national brille, on va dire. On a une date ? Non, absolument pas. Peut-être que vous êtes dans le secret. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de scoop aujourd'hui concernant la date. En tout cas, nous espérons dans un futur proche. Nous sommes très fiers du musée, de l'extension du musée, des équipes qui ont contribué à reconstruire ce musée, des mécènes, de vous, Anne-Marie. À très bientôt, j'espère. Peut-être on discutera de l'extension du musée national dans un autre épisode. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie, Lynn. Alors, c'était Anne-Marie Maïla Afesh, ancienne directrice du Musée national, ancienne directrice générale du Conseil général des musées. Nous avons discuté du Musée national. C'était une émission spéciale culture, spéciale musée. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.